Il y a un moment où le voile tombe, où le sourire cesse d'être un écran, où les courbes ne sont plus une invitation, mais un langage codé que l'on déchiffre. On ne voit plus seulement l'histoire qu'elle raconte, mais la structure cachée, les motifs qui se répètent, la monnaie émotionnelle qu'elle échange dans un marché invisible. On aperçoit l'ombre derrière la lumière et on ne détourne pas le regard. Alors, dans cette fraction de seconde, elle accuse, peut-être d'un murmure empoisonné. Tu deviens paranoïaque, peut-être d'une morsure verbale. Tu es instable, froid. Mais ce n'est pas un test de sincérité. C'est une sanction, car Jung l'avait prévenu. Ceux qui voient trop deviennent dangereux. Tu n'es pas tombé amoureux d'un rêve, mais d'une façade. Et lorsque la fissure s'est ouverte, que le vernis s'est écaillé au-delà des éclats Instagram, au-delà des rires suspendus à ses lèvres, tu n'as plus pu ignorer ce que tu avais vu. Ce n'était pas une fantaisie, c'était sa nature. Et quand un homme la voit telle qu'elle est, sans chercher à préserver le mythe, elle frappe. Elle t'expose comme étant le problème, le jaloux, l'homme trop rigide pour plier. Voilà la malédiction. Voir devient menaçant. Ta lucidité devient son chaos. Plus tu perçois profondément, plus elle renforce sa stratégie de sabotage. Lorsqu'elle entre en scène et t'accuse d'être obsédé ou contrôlant, tu ne débats pas, tu refuses de rapetisser. Car chaque mot que tu prononces pour expliquer devient une pièce à conviction pour alimenter son récit. L'homme ordinaire s'excuse, prétend « Je m'inquiète juste pour toi ». Il implore d'être compris. Elle écoute, mais n'entend pas, car dans son regard, ton discernement est une preuve de culpabilité. Ce que Jung a enseigné est limpide. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Peu s'aventurent à contempler ce qui se cache en dessous, et quand tu le fais, tu deviens la cible. C'est le piège où tant d'hommes tombent. Ils croient qu'une compréhension profonde ouvre la porte à la connexion. Ils pensent que vérité rime avec liberté. Mais les femmes ne vivent pas dans la logique. Elles respirent les monnaies émotionnelles. Comprendre ces schémas n'est pas sûr. C'est une menace. Et comme Jung le savait, la vérité est dangereuse, surtout lorsqu'elle dépasse les projections qu'elle a construites pour que tu les incarnes. Si ces mots te frappent, si tu revois ta propre histoire, si tu entends encore résonner ces phrases dans ton esprit, sache-le, tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Mais cet éveil transforme l'émotion en champ de bataille, car elle ne peut pas perdre un jeu auquel elle ne croit pas jouer. Et quand tu désignes le plateau, quand tu nommes les règles, tu deviens le rôle qu'elle avait besoin d'écrire. Le vilain. Elle affirme vouloir l'honnêteté, un homme réel, ouvert. Mais c'est un mirage, car dès l'instant où tu montres la réalité, où tu exposes ses projections, ses tests, ses manipulations, elle recule. Elle se tord pour te désigner coupable. Jung le disait. Les êtres humains feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de se confronter à leur propre âme. La clarté n'est pas l'intimité pour elle. La clarté, c'est l'intrusion, la vulnérabilité forcée, l'effondrement d'un masque minutieusement façonné. Tu crois l'aider, tu crois donner de l'amour en lui disant « Tu n'aimes pas l'homme, tu aimes le contrôle ». Mais ce n'est pas de la connexion, c'est un duel de pouvoir. Tu viens d'accomplir ce que Jung appelait le retrait de projection. Tu refuses d'être la marionnette émotionnelle. Et maintenant, elle doit se regarder. C'est la seule épreuve qu'elle ne peut pas surmonter. Si elle admettait que ses besoins de validation dépassent ses sentiments, que le chaos qu'elle alimente est un moyen de se sentir exister, que son amour n'a jamais été inconditionnel, alors l'illusion mourrait. Et une illusion ne se laisse pas mourir facilement. La vérité, elle ne craint pas que tu la vois, elle craint que tu vois à travers elle. Au-delà des drames, des jeux de honte, de cette froideur soudaine après l'intimité, elle t'accusera d'être négatif, de toujours supposer le pire. Mais ce ne sont pas des réponses, ce sont des parades, car ton discernement lui retire son levier émotionnel.
Et lorsqu'une femme perd cette emprise, son ego s'affole. Elle ne peut pas séduire l'homme qui voit le piège. Elle ne peut pas culpabiliser l'homme qui ne scille pas. Elle ne peut pas contrôler celui qui ne court plus après son amour. Tu veux savoir pourquoi elle t'a qualifié de toxique? Pourquoi elle t'a trouvé trop intense? Pourquoi elle a raconté à ses amis que tu étais instable? Parce que tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous guider vers une compréhension de nous-mêmes. Mais elle n'ira pas là, pas avant que la douleur ne soit insupportable, pas avant que l'illusion ne s'effondre d'elle-même. Alors, elle transforme cela en ta faute. Si elle reconnaissait que tu as raison, que tu la vois avec exactitude, elle devrait brûler l'identité qu'elle a bâtie, et personne ne jette son masque au feu volontairement. Alors, elle retourne la situation. Ton discernement devient jugement, ta paix devient distance, ton silence devient abus. Si elle ne peut pas te posséder émotionnellement, elle te punira socialement. Voilà le prix de la clarté. Voilà la malédiction de voir à travers elle. Et Jung nous avait avertis. L'homme qui apporte la lumière dans les ténèbres ne sera pas remercié. Il sera craint, haï, parfois détruit, mais seulement s'il continue à se justifier. Alors, ne le fais pas. Tu as déjà vu trop. Maintenant, fixe ce regard et ne cligne pas. Tu ne l'as pas fâché par choix. Tu t'es réveillé, et dès l'instant où tu as cessé de chercher sa validation, il ne lui est resté qu'une arme, te faire endosser le rôle du coupable. Car Jung enseignait que toute conscience reste inconsciente par rapport à quelque chose. Lorsque tu éclaires son monde émotionnel invisible, elle est contrainte de te voir, et cela la terrifie. L'homme éveillé devient un miroir de ses peurs les plus sombres. L'exposition. Alors elle te recompose, non parce que tu te trompes, mais parce que ta simple présence lui rappelle ce qu'elle ne veut pas admettre. Tu ne dis rien, elle t'accuse d'être distant. Tu dis la vérité, elle te reproche ton pessimisme. Tu restes ancré, elle chuchote que tu es indisponible émotionnellement. Et autour, le cercle se ferme. Les gens prennent son parti, ses amis reprennent son histoire. Tu deviens le méchant dans ta propre vie. Dans le langage jungien, tu deviens l'image de l'ombre. Cet homme qui voit trop et sent trop peu. C'est ainsi qu'elle veut que le monde te perçoive, car tandis que tu as sondé tes propres profondeurs, elle a vu son reflet et a refusé de l'admettre. Alors, elle construit un récit. Tu es distant, non parce que tu es centré, mais parce que tu es ingérable. Tu es froid, non parce que tu ne tiens pas à elle, mais parce qu'elle ne peut pas dissoudre ton calme. Tu es trop dans ta tête, parce qu'elle a besoin que tu sois confus, pas maître de toi. Elle monte une attaque d'image car Jung avait prévenu. L'ego résiste au soi profond. Tu es devenu ce soi qu'elle redoute. Alors elle détruit ton identité pour protéger son illusion. Tu ne te défends pas. Tu n'expliques pas. Tu ne t'excuses pas. Parce qu'elle ne possède son pouvoir que si tu doutes de toi-même. Tant que tu tiens ton identité intacte, que tu refuses de courir après sa version des faits, que tu ne te plies pas à sa projection, tu restes libre. Voici comment se déploie l'archétype du méchant qu'elle t'a fabriqué. Elle glisse à l'oreille de tes amis. Il a changé, il n'est plus comme avant. Elle poste des histoires, à peine voilées, laissant transparaître tes supposés défauts. Les témoins occasionnels deviennent rapidement convaincus de ta culpabilité. Pourtant, ton seul crime a été de voir clair. Jung avait décrit ce phénomène. Lorsque quelqu'un projette ses propres failles sur autrui, il tentera de briser cette image pour ne pas avoir à les reconnaître. Tu portes maintenant sur tes épaules la confusion qu'elle refuse d'assumer. Tu entres dans une pièce déjà marquée du sceau. Toxique, indisponible, instable. Personne ne s'interroge sur ton silence, car elle a déjà vendu son récit. Mais le véritable homme éveillé n'a pas besoin de se justifier. Il n'a qu'à être. La foule croit ce qu'elle raconte, surtout si cela nourrit le rôle héroïque qu'elle s'est attribué. Alors tu changes la donne. Si elle veut du chaos, tu deviens immobilité. Si elle veut une réaction, tu offres une présence calme. Si elle veut du drame, tu restes composé. Ainsi, le méchant
se mue en figure mythique. Elle voulait un scénario. Tu es devenu son rebondissement imprévu. Et comme Jung l'aurait prédit, ta clarté effraie tout le monde, car tu rappelles qu'il existe un niveau plus profond que le mirage émotionnel. La seule façon pour elle de préserver son monde est de te peindre en destructeur. C'est ainsi que fonctionne la guerre émotionnelle. Peu d'hommes l'aperçoivent, encore moins y survivent. Mais celui qui conserve son identité dans le feu devient intouchable, tandis qu'elle continue de brûler. C'est pour cela qu'elle te questionne sans cesse. Pourquoi es-tu si silencieux? Tu n'as rien à dire? Elle ne cherche pas de réponse. Elle veut te ramener dans son script. Car dès l'instant où tu as cessé de réagir, où tu as refusé de te défendre, tu as déclenché en elle quelque chose de plus ancien que vos disputes, sa propre ombre, se redressant comme un spectre. Jung prévenait. Le silence est un miroir où l'inconscient se voit pour la première fois, et beaucoup de femmes modernes, nourries à la validation permanente, ne sont presque jamais confrontées à ce miroir. Elles vivent dans la réaction, dans le flux de retour et de performance. Leur réalité se définit par ta réponse. Alors, lorsque tu n'offres rien, pas même un frisson, leur monde vacille. Non parce que tu es cruel, mais parce que tu as cessé de jouer le rôle qu'elle t'avait assigné. Tu n'es plus le pantin, mais l'écran sur lequel elle projette son chaos. Et quand tu restes immobile, impassible, elle commence à entendre ce qu'elle a toujours voulu étouffer. Sa culpabilité, son insécurité, ses manipulations, son besoin de contrôle. Le silence devient son tribunal. Et elle est la seule à y comparaître. Plus elle implore un engagement, plus tu restes immobile, plus ses tactiques s'effondrent. Tu ne la punis pas, tu l'obliges à se rencontrer elle-même. Voilà pourquoi Jung croyait que la transformation la plus profonde ne venait pas de la conversation, mais de la confrontation avec sa propre ombre. Et ton silence, c'est cette confrontation qu'elle redoute le plus. Car lorsque tu ne dis rien, elle doit se demander « Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce qu'il part ?» Elle doit rester assise dans l'inconfort de ne pas pouvoir contrôler l'issue. Ce n'est pas ton silence qui la blesse, mais ce qu'il dévoile, ses véritables intentions. Et quand le masque tombe, quand elle se voit nue et sans filtre, tu as accompli ce qu'aucun homme avant toi n'avait osé, lui tendre un miroir sans un mot. C'est là le vrai pouvoir. La plupart des hommes échouent ici. Ils pensent que le silence est passif, qu'il équivaut à la fuite. Erreur. Le silence est souveraineté. Quand elle te lance des mots comme des couteaux et que tu ne saignes pas, elle ne sait plus si elle doit s'enfuir ou supplier. Elle se tord, elle crie, elle t'accuse d'être toxique, froid, indifférent. Laisse-la. C'est son procès, pas le tien. Et dans cet espace de calme, où ses émotions résonnent sans public, tu redéfinis ta présence. Non plus en homme réactif, mais en mythe indestructible. Elle croyait que ton mutisme était une faiblesse. Mais voilà que toute son identité se défait face à lui. Car l'homme qui n'a pas besoin de parler est celui qu'on entend enfin. Tu as cessé de jouer, tu n'es plus son reflet, tu ne modifies plus ta réalité pour correspondre à son script émotionnel. Le silence ne rétrécit pas, il s'étend. Et dans cette expansion, elle découvre une vérité effrayante. Elle ne contrôle plus le cadre. Quand une femme réalise qu'elle perd son emprise émotionnelle, elle ne bat pas en retraite. Elle déclare la guerre. Elle te colle des étiquettes. Elle met en garde les autres. Elle transforme ton calme en accusation publique. C'est un réflexe enraciné. Jung disait que l'ego combat le soi en détruisant ce qu'il craint de voir. Et quand tu entres dans la clarté et la présence, elle doit affronter son ombre en suspens. Alors, elle utilise les mots comme des armes. Tu es indisponible émotionnellement. Tu es narcissique. Tu me bloques. Ce ne sont pas des constats honnêtes. Ce sont des projections. Sa réalité réécrite en accusation. Car si elle ne peut pas contrôler ton récit, elle dominera ta réputation. Voilà comment la condamnation devient son arme. D'abord la diabolisation, où elle convainc les autres que tu es le problème.
Ensuite, la triangulation émotionnelle, en présentant sa critique comme une sollicitude, te peignant en homme à soigner, plutôt qu'en homme qui voit clair. Enfin, le coup culturel, où elle arme les étiquettes sociales pour te délégitimer. Dans la logique jungienne, c'est le miroir de l'ombre. Elle projette sur toi son tyran intérieur. Tu vois ce qu'elle ne peut affronter. Elle nomme cela trahison. Mais en vérité, tu ne reflètes plus son identité fracturée. Tu incarnes ton intégrité. Et c'est cela qu'elle craint le plus. Alors elle te condamne pour maintenir son histoire en vie. Tu réduis son script au silence en refusant de le jouer. Chaque condamnation qu'elle t'envoie est une confirmation de ta solidité. Son récit devient un carburant pour ton détachement. Elle hurle que tu ne tiens pas à elle. Tu restes stoïque. Elle demande pourquoi tu ne réponds pas. Tu demeures paisible. Et cette paix, plus que n'importe quel argument, ancre ta valeur. Si elle a persuadé les autres que tu es le problème, c'est son illusion. Ta force ne réside pas dans le fait de prouver qu'elle a tort, mais dans le refus de débattre sur ton existence. L'homme qui reste fidèle à lui-même dans l'absence n'a pas besoin de réhabilitation. Il devient le mythe dans ses hésitations, le silence dans sa tempête. La raison pour laquelle elle ressasse encore ton image, c'est que tu n'es plus une pièce de son théâtre. Et alors que les accusations pleuvent, tu comprends. Chaque mot qu'elle prononce contre toi est une confession voilée de ce qu'elle porte en elle. La projection rebondit, et toi, tu restes le juge muet. L'observateur gagne toujours sur celui qui crie le plus fort. Et les spectateurs, avec le temps, penchent vers le calme, pas vers le tumulte. Regarde les hommes qui ont traversé ce feu avant toi. Ils n'ont pas crié pour être compris, ils n'ont pas supplié pour être blanchis. Et pourtant, leur silence a façonné leur légende. Il y a le philosophe qui est resté immobile. Carl Jung lui-même, accusé par certains d'encourager un mysticisme toxique, ciblé par des critiques qui n'avaient jamais exploré la profondeur de ses idées. On l'a peint comme quelqu'un qui forçait les autres à affronter leur ombre. Mais il n'a jamais reculé. Il a refusé d'ouvrir son monde intérieur à ceux qui n'étaient pas prêts à voir le leur. Il a écrit, enseigné, observé, avec une conviction inébranlable. Son mutisme face aux attaques est devenu partie intégrante de sa mythologie. On ne le suivait pas parce qu'on le comprenait, mais parce que sa présence obligeait chacun à se questionner soi-même. Il y eut aussi le stoïcien antique qui ne cilla pas. Sénèque, publiquement humilié au cœur d'un scandale politique nourri par la jalousie. On l'a accusé d'être indifférent, froid, non pas parce qu'il manquait de sentiments, mais parce qu'il refusait de réagir. Il a continué à écrire ses lettres, calmement, sans mendier la sympathie, ni plaider son innocence. Son silence a inspiré plus de crainte que n'importe quelle défense. Tandis que les rumeurs s'éteignaient, sa réputation se solidifiait. Et puis, il y a eu le maître contemporain de la psychologie masculine, resté anonyme mais très attaqué en ligne. On l'a accusé d'indisponibilité émotionnelle. Pas de discours défensif, juste une phrase. Votre jugement en dit plus sur votre peur que sur ma nature. Il n'a pas mordu à l'hameçon. En moins de 48 heures, la frénésie est retombée. Les observateurs ont commencé à questionner ses accusateurs, pas lui. Dans ces histoires, le motif est identique. Voir au-delà de l'illusion attire les attaques. Le silence crée la distance. L'immobilité inexplicable devient imprenable. La projection revient à l'envoyeur. Les étiquettes lancées tombent dans le vide et finissent par se retourner contre celui qui les a jetées. Ces hommes n'ont pas combattu avec des mots. Ils ont laissé le tumulte mourir de sa propre énergie. C'est une leçon pour toi. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes qui perçoivent la réalité subissent que le même contre-coup. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le respect se gagne dans le mystère, pas dans l'explication. Si elle t'a marqué comme froid, toxique ou instable, ce n'est pas ton échec. Tu as retiré son levier émotionnel en refusant le débat. Alors laisse l'illusion s'effondrer. Laisse ton mutisme devenir ta réputation. Car si elle gagne en récit, toi,
Tu gagnes en présence. Tu ne combats plus son histoire. Tu ne corriges plus la version. Tu ne cherches plus à être compris. Au moment où tu as cessé d'expliquer, tu es devenu le miroir qu'elle ne peut éviter. Et ce miroir, il la terrifie. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais que se passe-t-il quand un homme cesse de l'irriter et se contente de la refléter? Lorsqu'il retire son ego, son besoin de réparer sa perception, et devient pure réflexion, il l'oblige à faire face à la chose qu'elle fuit depuis toujours. Son ombre. Elle voulait le contrôle, pas la vérité. Elle ne désirait pas ta lucidité, mais ton obéissance émotionnelle. Et lorsque tu as refusé de danser pour ses accusations, tu as créé une dissonance. Tu as refusé le rôle de coupable, refusé de plaider l'innocence. Son identité n'a plus d'ennemis à dévorer. Et quand une identité n'a plus de méchants pour se nourrir, elle se retourne contre elle-même. Ton immobilité devient sa fissure. Elle explose. On te dira qu'elle est instable et qu'il faut le dire, mais tu ne dis rien parce que tu sais, elle craque. Non parce que tu l'as blessée, mais parce que ton silence a arraché le masque. Tu n'étais pas le vilain. Elle n'a jamais été la victime. Tu es devenu exactement ce que Jung décrivait comme l'arme la plus redoutable contre l'ego. Rendre l'inconscient conscient. Ce n'est pas ton contact qu'elle regrette, ni ta chaleur, ni même ton amour. C'est ton calme dans la tempête, ton refus de flancher, cette distance terrifiante qui l'a forcé à se voir. Tu es devenu sa question sans réponse, son hantement, son miroir. Et l'âme, surtout l'âme féminine, n'oublie jamais l'homme qui n'a pas eu besoin de se défendre. Cet homme-là n'est pas seulement un souvenir, c'est un symbole, celui du soi qu'elle n'a jamais pu dominer. Jung avertissait. La chose la plus effrayante est de s'accepter complètement. Et toi, tu ne t'es pas seulement accepté. Tu n'as pas supplié pour qu'elle t'accepte. Tu es resté dans ta vérité, inébranlable, inexplicable. Et à cet instant, tu n'as pas seulement gagné. Tu es devenu inoubliable. Retiens la loi finale. Quand tu argumentes, tu perces le cadre. Quand tu te défends, tu acceptes la culpabilité. Mais quand tu reflètes, tu l'obliges à se rencontrer elle-même. Et c'est là que tu triomphes. Pas dans son cœur, mais dans son inconscient. Car bien après qu'elle soit passée à autre chose, bien après que les messages aient cessé, bien après que le silence se compte en années, elle se regardera dans le miroir et te verra. Ton but n'a jamais été d'être expliqué, mais d'être gravé dans l'esprit. Tu n'es pas là pour être compris par les femmes. Tu es là pour qu'elles se comprennent elles-mêmes à travers toi. Et c'est cette mission silencieuse qui transforme un homme éveillé en figure indestructible. Ainsi, peu importe ce qu'elle raconte, peu importe ce qu'on te prête, tu ne rétrécis pas ton espace intérieur. Tu marches avec la certitude que ta valeur ne dépend ni de ses mots, ni de son approbation. Tu comprends que, dans le théâtre des illusions, le véritable pouvoir appartient à celui qui peut rester assis dans l'auditorium, observant la pièce, sans jamais monter sur scène. Et peut-être que, dans des années, au détour d'un souvenir, elle repensera à toi, pas avec tendresse, pas avec haine, mais avec ce frisson de vérité qui ne meurt jamais. Tu étais le seul à ne pas avoir joué son jeu, et pour cela, elle ne pourra ni te pardonner, ni t'oublier, car tu auras été non seulement l'homme qui l'a vu, mais celui qui a vu à travers elle. Et ça, aucune histoire qu'elle raconte ne pourra jamais l'effacer.